Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Da Fresh Morning. C'est le réveil matinal le plus haut de la capitale, sur la radio la plus haute de la capitale. Chaque fois qu'on parle politique dans notre émission, on parle avec Mosley. Rebonjour. Rebonjour Da Fresh. Comment tu vas et à la forme? Toujours. Donc toi tu voudrais faire l'actualité parce que tous les mercredis on fait la revue de la presse. Exactement. Et la revue de la presse est accentuée en ce moment sur le discours du président, parce que c'est ce qui fait un peu la grosse actualité politique. Exactement. Et les débordements du côté de l'opposition. Ouais. Parce que là-bas ça chauffe, hein. Ça chauffe. Évidemment, comme tu le dis si bien, parce que quand on regarde avec le point de presse qu'a animé Jean Yerendong le lundi 4 janvier, c'était houleux. Mais également hier, il y a eu la passation de charges, sinon de responsabilité au sein du fonds de l'Union des forces pour l'alternance dans l'UEFA entre Manga Moussavou et David Mbadinga. Donc, et de là, il en est ressorti que les uns et les autres voudraient s'affirmer des différents camps, parce qu'il faut le dire aujourd'hui, l'opposition, comme on le constate si bien, il y a beaucoup de conglomérats, sinon il y a beaucoup de structures ou de regroupements politiques qui sont plus ou moins en ébullition là, de ce côté-là. On a l'Union nationale qui est pratiquement beaucoup prédit sa fin par rapport à la sortie de Jean Yerendong, mais également on a le Front Uni de l'opposition où également là-bas aussi ça va pas trop bien, parce que on a vu deux déclarations. Il y a eu un premier communiqué qui avait été fait en fin de semaine dernière par le secrétaire général pour le dépôt des candidatures, parce que normalement il y avait une élection qui était prévue, donc l'élection à la candidature le candidat la candidature des primaires, voilà, un mot, merci Elvis, pour ce regroupement qui était prévu pour le 15 janvier. Malheureusement, le lundi, à la grande surprise de tout le monde, le président du Fonds Uni de l'opposition, Pierre-André Kombilak, d'ailleurs, qui va animer un point de presse demain du côté de la Chambre de commerce. Kombilak, le professeur? Oui, le professeur. Voilà. Qui va animer un point de presse demain à la Chambre de commerce, faisait savoir que le communiqué qui avait précédemment été divulgué, sinon apporté à la connaissance des populations, était un faux communiqué, que il n'était pas encore, c'était pas encore le moment pour ce regroupement politique de réfléchir sur la candidature à, disons, les primaires en son sein. Ok, merci Mosley. Alors, que ressort dans la presse? Qu'est-ce qu'il en ressort de la presse du discours du président? Dans la presse de façon générale, ce que les gens ont retenu, c'est que, bon, c'est vrai que de prime abord, hein, quand on essaie un tout petit peu de lire ça et là, on voit que beaucoup, il y a du moins le sentiment est mitigé. Il y a certains qui saluent le courage du chef d'État d'avoir reconnu que beaucoup restait à faire malgré les efforts qui ont été fournis, mais que dans l'ensemble, de façon générale, il se trouve que, bon, avec le ressentiment qui est aujourd'hui celui qu'on constate au sein de la population, et que on a beaucoup plus de titres en rapport avec l'opposition, on voit bien que beaucoup, c'est entre foutage de gueule et discours du moins, on va dire, beaucoup sont entremêlés. On se dit que c'était une illusion, c'était encore un discours politique qui ne retraçait rien en ce qui concerne la réalité sur le terrain. Donc du coup, ce qu'il faut dire, c'est que le résultat est quand même mitigé, parce que d'un côté on a ceux qui saluent le fait que le président lui-même ait reconnu les tares qu'on a enregistrés durant ce mandat, mais également il y a ceux qui seraient sceptiques, qui demeurent dans la contradiction, parce que pour eux ce n'est qu'un discours de plus, même si on appelait à l'apaisement, même si on présentait quelques réalisations, mais il n'y avait rien de concret derrière. Voilà. D'accord. Et de ton analyse personnelle? Bon, ce qu'il faut dire, c'est qu'aujourd'hui, quand on essaye parce que toi aussi tu es un peu la presse. Oui, un tout petit peu chroniqueur. J'ai pas envie de m'étaler comme Freddy Koula tout à l'heure, mais bon. Il reste chroniqueur. Bon, ce qui est là, c'est que quand on essaie de regarder le discours du chef de l'État, on a quand même une certaine cohérence, parce que du moins on décèle un tout petit peu un processus, parce qu'il commence par rappeler, comme on le disait ici à l'émission de la dernière fois avec Djoumi Moubasango et Junior Xavier Ndongdong, c'est que dans un premier temps il revient sur son triptyque, donc paix, développement, partage, et il essaie un peu de présenter ce qu'il entendait dans ce sens-là, ce qu'il a fourni comme effort. Et on voit bien que dans une autre partie de son discours, il essaie un tout petit peu de revenir sur ses réalisations. On a vu, il a parlé de la réforme en ce qui concerne l'anticipation sur plus ou moins la diversification de l'économie gabonaise. On l'a vu, c'est à partir de 2010, parce que c'est en janvier 2010 qu'il avait décidé, où le gouvernement avait vraiment décidé de la transformation locale du bois, parce que les gens ne savent pas, quand le chef d'État dit qu'on a eu
eu pratiquement 7000 emplois en termes de bénéfices, je puis m'exprimer ainsi, entre griffes, donc de plus-value en termes d'emploi, 7000 emplois de plus dans le secteur forestier. Bon, les gens ne comprennent pas bien quelle était la situation avant, parce que lorsqu'on se retrouve par exemple, en 2008, on a, c'est vrai, le secteur forestier est le deuxième employeur au Gabon après l'État, le premier employé du privé. Ah bon? Oui, mais on le disait, mais on n'avait pas les chiffres. On a pratiquement 15 000 emplois directs et à peu près 5 000 emplois indirects. Ce qui sous-entend qu'on avait on tournait autour de 20 000 emplois. On sait aujourd'hui que l'État, à lui seul, a pratiquement 90 000 emplois en ce qui concerne les actifs de notre pays. C'est à peu près 23% de la population gabonaise qui était plus ou moins qui se nourrissait du sein de la forêt, tu vois. Donc, ce qui sous-entend que c'était quelque chose d'important. Mais c'est vrai qu'au moment de la prise de décision, parce qu'aussitôt le chef d'État est arrivé à la magistrature suprême, donc au pouvoir, il a décidé de faire appliquer une loi qui existait depuis 2001, parce que c'est le code forestier gabonais qui était mis en exergue là, et ce code forestier de 2001 est demandé à ce que de 2001 à 2012, on ait au moins 75% des produits tirés de l'exploitation forestière qui soient transformés sur le plan local. Malheureusement, jusqu'en 2001, on était autour de 25 et 30%. C'est infime. Donc, je crois que c'est ce qui a motivé le chef d'État à anticiper. Et surtout, on sait que pratiquement depuis le début des années, même si entre-temps, autour des années 2010, avec le contrôle de Jean-Paul, on a quand même eu une petite croissance en ce qui concerne les produits pétroliers. Mais malheureusement, depuis 2000, on présageait déjà qu'on pourrait avoir une situation difficile. Donc, c'était une première anticipation en ce qui concerne la diversion de l'économie gabonaise. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, quand on essaye un tout petit peu de faire la lecture de ce qui s'est passé entre le moment où il prend la décision et évidemment le début effectif de la transformation locale, parce qu'aujourd'hui tout le monde en est convaincu, on est à peu près on a déjà atteint à peu près les proportions édictées par le code forestier de 2001, 75% de transformation locale. Aujourd'hui, il est difficile de trouver des grumes il n'y a même plus d'exportation de grumes en l'état, tu vois. Hormis le problème des gars qui faisaient quoi c'est Gina, c'était quoi tu avais parlé de ça là, le bois bizarre là, le Kevazingo, qui faisait le trafic de Kevazingo. Le trafic de Kevazingo, même le Kevazingo qui était exporté, il était tranché, tu vois. On procédait d'abord à une première transformation qui allait Est-ce que tu es sûr que les populations comprennent ce côté économique de la situation du pays qu'exprime le chef de l'État? Parce qu'apparemment, ce qu'il ressort des analyses de ça et de là, c'est beaucoup plus le côté social qui est élaboré dans la première partie du discours du président. Oui, mais le problème, c'est que au niveau de la population, il faut des relais. Il faut des relais qui expliquent correctement ce que entend le chef d'État par l'économie actuelle, et quand il présente un tout petit peu les avancées en termes de construction des infrastructures ou encore d'amélioration des systèmes de santé et consorts. Mais il faudrait qu'on dise aux gens que avant que de mettre en place des politiques sociales, il faudrait avoir une économie. C'est l'économie qui est le baromètre de développement. Si on n'a pas une bonne économie, on ne peut pas espérer avoir un bon tissu social, tu vois. Parce que c'est l'économie qui fait la politique et la politique fait le social. Donc tu veux me dire qu'il y a une cohérence entre tout ce qui se fait dans les actions du président? Il y a une cohérence parce qu'il faut dire aujourd'hui que le chef de l'État, car cela ne tienne, peut-être c'est mon opinion personnelle. Là, c'est ton opinion personnelle. Ouais, Jean-Paul, tu peux parler, hein, tu peux prendre le micro, j'ai Ingrid, voilà. Dis-nous. Oui, Jean-Paul. Elle a raison, c'est son opinion. Partage-nous ta vision. Non, il n'est pas mandaté. Voilà. C'est une analyse. Voilà. C'est une analyse. Donc, en réalité, ce qu'il faut dire aujourd'hui, c'est que il a commencé par poser les bases de la société gabonaise. Parce que quand on parle de réforme, de la diversification, ça fait plus de 20 ans qu'on parle de diversification de l'économie gabonaise, mais on n'a pas connu la transformation qu'on a aujourd'hui. On se rappelle même qu'en 2010, on avait interdit l'exportation des grumes. Ça avait causé tout un... Voilà, merci de l'expression. Donc, il y a eu beaucoup d'encre et de salive qui avaient été usitées pour pouvoir mettre en mal cette décision-là. Mais aujourd'hui, on se rend de plus en plus compte que c'était une décision nécessaire. Je crois, Gina nous rappelait la dernière fois qu'on nous disait qu'aujourd'hui,
aujourd'hui, il y a pratiquement une parité aujourd'hui entre les produits les recettes hors pétrole. Les recettes hors pétrole et les voilà. Tu vois, c'est pratiquement une parité. Donc, ce qui sous-entend qu'il y a eu des avancées. Parce que les gens ne comprennent pas que c'est l'économie qui donne la direction à suivre. Si vous avez une économie nonchalante, une économie qui n'est pas au beau fixe, mais il sera difficile pour vous, par exemple, pour bâtir le budget. On tient compte des recettes. Est-ce que le Gabon a les hommes capables de bâtir une économie solide? C'est aussi ça, parce que c'est voilà pourquoi je te demande s'il y a une cohérence. Tu veux développer l'économie. Est-ce que tu as la ressource humaine capable de le faire? Je crois qu'aujourd'hui, de plus en plus, on se rend compte qu'il y a une volonté affichée. Oui, c'est pour ça que pour suivre dans la même lancée que Mosley, pour partager son opinion personnelle, c'est pour ça que quand on voit un petit peu les avancées qu'on a eues ces dernières années, on a eu la création de plusieurs grandes écoles. On a l'école du bois. Voilà, on a l'école du bois, l'école du pétrole. Ce ne sont pas des choses qui ont été créées de manière anodine. De minier qui va se créer en Mwanda. Voilà, justement, c'est l'institut minier là dont je voulais parler. Aujourd'hui, par exemple, le fait que les recettes hors pétrole soient supérieures aux recettes aux revenus purement pétroliers est dû au fait qu'on ait maintenant le comment ça s'appelle, le centre métallurgique de Mwanda. Voilà. Le fait qu'on transforme en fait le métal là-bas et qu'on le vende ensuite nous rapporte beaucoup d'argent. Avant, ce n'était même pas pensable que ce soit comme ça. Donc maintenant, que pour suivre la lancée de Mosley, tout va dans le même sens parce que on a des écoles qui forment des gens qui travaillent dans les industries concrètes. Et quand ces personnes-là qu'on a formées travaillent dans les industries et qu'elles travaillent bien, elles produisent de la richesse. Cette richesse est ensuite récupérée pour faire des routes. Les routes sur lesquelles vont passer les produits que les gens vont planter lorsqu'on va faire graines, les produits que les gens vont planter qu'on va faire graines, qu'on va vendre sur les marchés. Donc, ce qui va, on espère, nous emmener dans peut-être 10-15 ans à une autosuffisance alimentaire. Vraiment, on est très optimiste. Et puis après, qui va faire en sorte que socialement parlant, les gens soient stables. Donc, pour suivre Mosley, tout est lié en fait. Voilà. Donc tu comprends un peu que c'est, et surtout il faut rappeler que ça ne s'est pas fait de façon anodine. Il y a eu des études derrière. Ouais. On se rappellera encore de l'étude McKinsey. Ouais. Voilà, cette étude-là a mis en exergue aujourd'hui les poches de pauvreté que nous avons, non seulement en ce qui concerne le milieu rural, mais également les centres urbains. Ce qui sous-entend que c'est un ensemble. C'est un ensemble cohérent qui fait qu'aujourd'hui on se retrouve dans une situation où on parle d'économie, diffusion d'économie. On parle également, quand on parle d'économie, si vous avez une bonne économie, comme disait Gina tout à l'heure, ça va générer de l'emploi. Et et des revenus, vous avez des revenus, vous avez la possibilité de construire des routes, vous avez la possibilité de construire des hôpitaux, vous avez la possibilité de construire des écoles, vous avez la possibilité de renforcer le système social, donc en ce qui concerne le FNAS, la CNAMGS et consorts. Donc ce sont des initiatives qui ont été mises en place et on se rappellera encore du pacte social dont les assises avaient eu lieu en 2013, si je ne me trompe pas, en Ngondje, en avril 2013 ou 2014 en Ngondje. Mais ce sont autant d'éléments de réflexion qui ont permis à ce qu'on arrive aujourd'hui à une situation où on devrait normalement commencer à avoir les retombées. Une autre question que je voulais te poser, à quelques mois des élections présidentielles, est-ce que c'est un genre de discours comme ça que les populations attendaient, ou bien les populations attendaient un discours bilan? Oui, voilà. Oui, c'est vrai que les populations attendaient le bilan. Mais nous ne sommes pas dans une logique c'est au bout de 7 ans que je vous donnerai tout. Mais je crois que c'est ce qui avait été retenu déjà. C'est vrai que, comme il a dit si bien, il y a beaucoup de manquements. Parce que quand on regarde l'état du logement aujourd'hui, le logement, d'abord, il coûte cher au Gabon. Et ce sont des logements vraiment pas très bien pour la population. Donc du côté du logement, tout le monde reconnaît, même le chef d'État lui-même l'a reconnu, la politique n'a pas été celle qu'on souhaitait nous tous. Du côté des offres sanitaires, peut-être qu'il y a eu des améliorations, mais on a eu aussi la construction de beaucoup de centres hospitaliers. Oui, il y a la construction des centres hospitaliers, mais il y a un problème de qualité. Il y a un problème de qualité, mais humaine. Mais vous savez, la ressource humaine n'est pas de bonne qualité. On se rappellera que l'année dernière, il y avait eu un partenariat qui a été signé, je crois, à la présidence de la République, entre le gouvernement et une institution américaine pour la gestion des questions de formation, d'offres de soins au niveau des hôpitaux de notre pays. Donc, ce qui sous-entend qu'il y a là aussi derrière, il y a une cohérence
relation entre ce qui se fait sur le plan économique, mais également sur ce qui se fait en termes d'amélioration du tissu social ou bien des attentes socio-politiques des populations. D'accord, merci Mosé. Ça c'était donc la première partie de notre MHS, le cabinet américain dont tu cherches. Voilà. Donc Management Science of for Hill. Tu sais qui envoie? oui, Ingrid, sors. Sors. Donc, de façon générale, ce qu'il faut dire, je crois que on devrait expliquer aux gens ce qui se passe réellement. Parce que aujourd'hui, peut-être on n'a pas ressenti les effets durant le mandat, mais je crois que l'idée est de se construire dans la durée. On a par exemple l'offre politique qui nous a été apportée par le chef de l'État, notamment l'émergence d'ici 2025. Mais l'émergence d'ici 2025, c'est souvent dans l'émergence d'ici 2016. On est en 2016, on s'attendait tous à ce que on soit dans une situation d'opulence. Mais l'opulence, ça se fait. C'est vrai que Joda a un tout petit peu fait du storytelling en parlant de sa tante, de sa sœur, ainsi de suite. Pour moi, Gina t'a contaminé. Oui. Exacerbé. On ne peut plus, Ingrid. Prononcer. Et vous êtes bête ce matin. Votre américanisme, on ne peut plus prononcer, comme a dit Ingrid. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que tout ce qui se fait, c'est dans le cadre d'améliorer la vie, le quotidien du Gabonais. On ne va pas ressentir les effets tout de suite parce que quand même, on voit par exemple quand on a une plantation. C'est pas le jour qu'on a planté, c'est pas le même jour qu'on récolte. Ça se fait dans la durée. On nous a annoncé récemment que, notamment Monsieur Bouloubou, qui est le responsable du programme Graines, annonçait que d'ici mars, les premières plantations de graines vont commencer à produire. Vous voyez, mais entre-temps, ça fait près d'un an qu'on a eu à initier la première phase du projet à Makokou. Donc, ce sont les plantations de Makokou qui vont commencer à donner, notamment en ce qui concerne la banane, à partir du mois de mars, au plus tôt. Donc, sinon, à partir du deuxième semestre de l'année 2016, on aura des récoltes à faire en ce qui concerne les premiers champs initiés dans le cadre du programme Graines. Donc, c'est également la même chose qui se fait aussi sur le plan de la gestion de l'État. On met d'abord la base. La base, c'est l'économie. Faites-moi une bonne économie, je vous ferai de la bonne politique. Je crois que c'est ce que disent souvent les responsables politiques dans nos pays, les différents pays du monde. Parce que si vous n'avez pas un bon socle sur le plan économique, eh bien, il sera difficile pour vous de supporter le coût social. Et aujourd'hui, on se retrouve dans... C'est vrai, j'ai lu un plaidoyer sur le réseau social Facebook où quelqu'un disait que oui, aujourd'hui, on accuse la conjoncture internationale en ce qui concerne le prix du baril de pétrole, mais c'est pas une question de prix du baril de pétrole. Le Gabon, c'est quand même un pays qui a su à temps, parce qu'il faut le dire, on n'a pas connu les effets pervers qu'il y a par exemple en Europe, où le contexte international a fortement joué sur la performance des économies, la croissance même. Nous sommes encore entre des croissances qui vont entre 4 et 5,5%. C'est énorme. C'est énorme pour un pays comme le nôtre où on était par le passé uniquement axé sur la rente. Mais diversifier notre économie, inciter les populations à aller vers le taux emploi. Parce qu'aujourd'hui, le FNAS, c'est le programme du FNAS. Est-ce que ça fonctionne? Oui, ça fonctionne. Récemment, on a distribué on va dire des crédits pour les populations qui avaient Le FODEX avait déjà distribué des crédits. Hein? Oui, mais on sait où c'est parti. Le problème, le FAGAS, oui, c'est vrai. Mais le problème, c'est que je crois que le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup plus de contrôle. Par le passé, il n'y avait pas de contrôle. Et quelqu'un nous disait ici que à l'époque, on faisait quoi? On voyait des gens qui venaient distribuer de l'argent dans les villages. Mais ça ne se fait pratiquement plus. Peut-être à moindre échelle. Mais je crois qu'aujourd'hui, les programmes tels que le FNAS, tout ce qu'on a mis en place comme structure pour soutenir l'entrepreneuriat, pour soutenir par exemple la transformation de l'industrie forestière. Regarde l'Abja. Ils font les photos tout le temps à l'étranger. On a mis par exemple pour les jeunes un centre de formation pour les jeunes entrepreneurs, J.A. Gabon. C'est une structure aujourd'hui qui fait dans la formation des futurs cadres dans le monde, des affaires dans notre pays. Ce qui sous-entend que dans 20 ans, bon, je vais très loin. Dans 10 ans, il est sûr et certain qu'on aura des gens capables de transmettre ce qu'eux, ils ont reçu. Et je crois qu'aujourd'hui, il est nécessaire que nous soyons, et là, j'emboîte un tout petit peu le discours du président lors des vœux, que nous soyons unis
pour pouvoir mieux construire le Gabon. Parce que le problème aujourd'hui, c'est pas, quand on parle d'unité, l'unité, c'est pas de dire que, bon, on laisse les partis d'opposition, on rejoint tous la majorité. Non, non, c'est pas ça. L'unité, c'est de se dire quand il y a un aspect important qui touche la vie de la nation, nous devons tous l'intérêt supérieur, nous devons tous nous sentir concernés. Et je crois que c'est l'idéal aujourd'hui. Mais malheureusement, on en est encore avec, c'est vrai que lui-même il a reconnu quand il parle de l'oppression, de la pauvreté, l'insécurité et tout ce qui s'ensuit. Mais il est vrai aujourd'hui que nous devons, nous, hommes de presse, nous, hommes de médias, mais également la société civile, les politiques doivent avoir un discours franc vis-à-vis des populations. C'est vrai, on voudrait vendre notre parti, mais il faut savoir reconnaître la qualité de l'adversaire, même en temps de guerre. Parce que aujourd'hui, ce qui est fait, c'est on n'a pas besoin de s'amouracher l'un l'autre. La valeur du travail bien fait. Donc, je crois que ce qui est fait aujourd'hui, c'est dans le sens d'amener le Gabonais à s'inscrire sur la durée. C'est pas sur 6 ans, sur 10 ans, non, mais sur la durée. Nous, on dit souvent ici à Urban FM, c'est notre nouveau slogan, 99 ans après renouvelable, peut-être voilà. 100 000 fois, tu vois. Ouais. Donc, nous devons nous inscrire dans cette logique-là de construction réelle du Gabon. Nous avons des enjeux. Nous avons, parce qu'il faut le dire, beaucoup, et on ne le dit pas assez, c'est vrai que nous passons notre temps à pérorer, on vient là, on parle de tout et de rien, quand il s'agit de politique, mais ce qui est clair, c'est que avant 2009, je dis pas que le monde a commencé, comme le disait Guy Bandama, le monde n'a pas commencé, le Gabon n'a pas commencé en 2009, mais s'il faut dire qu'il y a une émulation en ce qui concerne la prise de conscience réelle, qu'il s'agit sur le plan politique, social, associatif, entrepreneurial, même sur le plan de l'opposition. Même au niveau de l'opposition, aujourd'hui, les gens doivent reconnaître qu'il doit être un vrai opposant. Et chacun prend conscience qu'il doit être un moteur pour le développement de notre pays. Et je pense que c'est une chance que nous avons que d'avoir aujourd'hui des offres politiques de tous bords, hein, parce qu'aujourd'hui tout le monde veut amener le développement au Gabon, mais c'est une chance pour nous d'avoir des offres politiques diverses, mais qui concourent à l'édification du Gabon dont nous voulons. C'est vrai, après on veut tout dire. Voilà, on peut tout dire. On peut tout dire, par exemple, sur l'aspect politique, il y a quand même des tares qu'il faut relever. On a manqué de le dire parce que il faut dire aujourd'hui que le chef d'État de ce côté-là n'a pas fait beaucoup d'efforts. Parce qu'en arrivant à la magistrature, on s'attendait à ce qu'il traite la question du mode de scrutin, qui est une question essentielle pour un pays qui se veut démocratique, parce qu'une élection à un tour, c'est pas toujours crédible sur le plan international, et c'est pourquoi on a vu par exemple tout le long de ce mandat, il a eu un problème de légitimité. Il a la légalité, mais il a eu un problème de légitimité. Et je crois que sur ce sens-là, il y avait matière à réfléchir. On a également aujourd'hui certaines institutions deviennent comme s'il s'agissait de monarchie, petite monarchie ou des principautés dans une république. On voit par exemple la Cour constitutionnelle où on a l'impression que depuis la création, ce sont les seules personnes qui sont là, qui ont la capacité à gérer, disons, l'applicabilité de la Constitution dans notre pays. Aujourd'hui, les Gabonais veulent voir d'autres visages. Il faut promouvoir. C'est vrai que on ne fait pas la promotion parce que seulement on a besoin de promotion. Il y a la qualité derrière. Mais je pense qu'aujourd'hui, on a des personnes aussi capables que celles qui sont là aujourd'hui d'assumer les charges. Et c'est ça aussi le problème. La circulation des élites dont parlait le chef de l'État. On voit il y a des gens qui ont toujours les mêmes postes. Oui, on voit quelques petits signes, mais c'est pas suffisant. Parce qu'aujourd'hui, on se retrouve dans des querelles de leadership, des querelles de génération. Il y a des gens qui ont des postes qui ne méritent pas. Il y a des gens qui sont même nommés à des postes qui ne méritent pas. Ils font un sale boulot, mais ils ne sont jamais punis. Ce qui sous-entend que derrière, il faudrait aujourd'hui que nous arrivions à régler les problèmes politiques, le processus électoral, ainsi de suite, la transformation même de l'état la mise en place d'un réel état de droit dans notre pays. Parce que quand on parle d'injustice, l'injustice c'est ça, parce qu'il manque l'état de droit. Quand il y a l'état de droit, on a la justice. Une justice autonome, une justice indépendante, c'est ça. Ce n'est qu'à ce prix-là que nous pouvons atteindre le développement que nous souhaitons tous. D'accord. Ensuite, on va aller donc à la deuxième partie, voilà. En parlant de position. Voilà. Donc, pour parler de position, très rapidement, c'est l'invité. JP aujourd'hui n'est pas d'accord que Mosley prenne tout le temps.
Ce qu'il faut dire, c'est que l'opposition aujourd'hui nous donne l'impression que il y a une implosion qui va arriver parce que ou c'est la débandade. Parce que quand on regarde un tout petit peu les familles politiques, on se rend bien compte que l'Union nationale, ça ne va pas. Et récemment, on a eu la sortie de Jean Yegendong. Et moi, il y a un petit passage de son discours qui m'a intéressé lorsqu'il dit qu'il y a des gens qui étaient au Parti démocratique gabonais et jadis, qui avaient des attitudes de barons et qui veulent ramener ces comportements-là au sein de l'opposition. Et on a vu directement de qui il s'agissait. Et il n'est même pas allé de mémoire ou du dos de la cuillère pour citer les personnes, parce qu'il dit qu'il y a eu une cabale contre lui en Toum. Qui ont fait les discours en Toum, c'est pratiquement Casimiro Yemba, c'est Zachary Mimboto. Donc, et aujourd'hui, tout le monde dit que Zachary Mimboto se comporte comme un baron au sein de l'opposition. C'est le gars c'est celui qui veut décider de tout, ou au sein de l'Union nationale. Mais aujourd'hui, on se retrouve dans une posture où Jean Yegendong a pris le pas. Il a décidé de soutenir Jean Ping, et je crois qu'on avait reçu Jean-Pierre Roux aujourd'hui. Avec sa sortie, il est plus que désormais nécessaire qu'on ne fasse plus la langue de bois avec les militants de ce parti-là. Ouais. Si on veut être honnête, il a parlé. Soit on applique l'article 5 du règlement intérieur de l'Union nationale qui, quand on est en porte-à-faux avec la logique du parti, eh bien on vous met à l'écart. Je crois que c'est désormais ce qui doit s'appliquer. Ensuite, on a quand même une situation où voilà des gens en qui la population a quand même plus ou moins donné du crédit, mais qui se retrouvent à jouer avec l'électorat. Parce que quand on se retrouve avec une querelle de leadership, alors qu'on a besoin aujourd'hui d'une situation de parti aussi fort que le PDG au niveau de l'opposition, eh bien, on se rend bien compte que beaucoup risquent de partir de là. On le disait la dernière fois quand je disais qu'il y avait des démissions depuis le décès d'André Mboum avec Jean-Pierre Roux, mais il nous disait que non, ainsi de suite. Mais le départ, c'est pas le départ des leaders. Le départ, c'est celui du petit militant. Encore une fois, quand il s'en va, il ne te dit pas au revoir. Même si à la carte, le gars s'en va. C'est pas bon. C'est pas bon. Parce que c'est lui qui vote. Voilà, c'est lui qui vote. Donc, je crois que la sortie de Jean Yegendong quand même va susciter beaucoup de départs au sein de l'Union nationale. Et déjà, ça a créé tout un tollé derrière. Je crois que je ne vais pas prédire la fin de l'Union nationale, mais je crois qu'il y aura quand même des difficultés pour ce parti-là à pouvoir continuer à se présenter comme leader de l'opposition. Finalement, ils se plaignaient que les gens partent du PDG, il y avait l'implosion, eux-mêmes ils n'arrivent pas à régler leurs problèmes. Rira bien. Voilà, là, est-ce que c'est pas parce que ce sont les anciens barons du parti politique du PDG qui essayent de retrouver une situation politique en dehors de ce qui a fait de ce qu'ils sont aujourd'hui? Je crois que c'est ça. Et là, ça nous renvoie un tout petit peu à un aspect du discours du chef d'État lorsqu'il disait qu'il y a des gens qui avaient peur de perdre leurs privilèges. Et je crois que beaucoup de ceux qui se retrouvent dans l'opposition aujourd'hui sont dans cette situation-là. Ils entendent revenir parce qu'ils ont perdu le prestige. Ils ont perdu une certaine stature au sein de la gestion de l'État gabonais. Et ça fait qu'à un moment donné, on en est à voir que dans l'opposition, aujourd'hui, on veut ramener les mêmes comportements. Déjà, il y a quelqu'un qui disait que pour le cas de Jean Yegendong, c'est bien de dire que les autres veulent se comporter comme des barons, mais Jean Yegendong n'a pas fait mieux. Parce que quand on regarde comment il a géré le deuxième arrondissement après les élections locales, on se rend bien compte que il est dans la même situation. Ce qu'il dénonce, lui-même, il en est l'auteur également. Donc, ce qui fait que on est dans un micmac, dans des charivari. Voilà, dans des situations où un toyou-boyou. Où chacun fait ce qu'il veut, chacun pense ce qu'il veut, chacun fait son discours comme il le pense, mais ça ne crédibilise pas aujourd'hui l'opposition. Et ce qui nous amène à la troisième partie de l'entretien, parce que mon frère, parce qu'il y a aussi l'opposition dans le studio. Parce qu'on se rend bien compte que c'est cette situation certainement qui a fait que les partis signataires de la charte de l'UEFA, dont l'Union pour des forces pour l'alternance, avec le CDJ, le Morena unioniste de Morongema et IA, et beaucoup d'autres partis, le PSD notamment, ce qui a fait qu'ils n'ont pas tout de suite adhéré à l'idée du Front uni de l'opposition. Parce qu'on regarde bien aujourd'hui, ça leur donne un tout petit peu raison, parce que même
Bruno Benbomba avec l'UPG, BBM avait pris du recul parce qu'il disait que c'est pas très sûr avec le type de personnes qu'on rencontre au sein du front. Il y avait certainement une situation qui devait arriver et c'est ce qui arrive aujourd'hui parce que même au niveau du front, c'est l'instabilité. On a des contradictions qui ne disent plus leur nom. Ensuite, on voit bien que avec aujourd'hui la passation de charges qu'il y a eu au niveau de l'UEFA, Manga Moussavou entend se prononcer, du moins se positionner comme le leader de ce regroupement de l'opposition parce qu'il a demandé à ses pairs de le soutenir, donc à ses pairs du Front Uni de l'opposition, notamment Jules Bourdès, Aristide Ogoulogende et Thomas Franck Eya, du Morena Unioniste et le président de l'UPGL, donc David Mbadinga qui a pris les charges de ce regroupement-là. On espère tout simplement que l'opposition ne va pas imploser. On parlait de fracture de l'électorat, mais c'est pas le PDG qui est en train d'amener l'électorat à se détourner de l'opposition, c'est l'opposition elle-même. Comme quoi elle porterait les germes de sa propre destruction. Merci Mosley sur le Da Fresh Morning.